Rokia Traoré, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez d'un pays d'Afrique les plus riches musicalement, et pourtant on dit que vous avez réussi à créer votre propre style. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous avez réussi à vous démarquer? Oui, parce que le Mali est très riche musicalement, mais bon, il y a des écoles, il faut apprendre quand même. Il y a des codes sociaux, tout le monde n'a pas le droit d'apprendre. Et en plus, j'y ai pas grandi totalement. Donc, je n'ai simplement pas eu la chance d'apprendre une musique purement malienne. Ça fait partie de mes influences, mais je ne peux pas prétendre faire de la musique traditionnelle malienne. C'est pour ça qu'on classe, et je suis d'accord avec cela. D'ailleurs, je suis la première à classer ce que je fais parmi la musique contemporaine malienne. Ça n'est pas une musique traditionnelle, et ma formation musicale, mes influences en matière de musique ne sont pas que maliennes. D'accord, c'est peut-être ces influences occidentales justement qui ont fait aussi que vous avez réussi à vous démarquer plus au Mali? Tout à fait. Ce que j'ai considéré au début, avant d'entamer une carrière professionnelle comme étant un handicap, est finalement devenu mon identité et quelque part un atout. Enfin, pas forcément, parce que ça plaît pas à ceux qui aiment la vraie musique malienne, mais c'est devenu mon identité, quelque chose de différent qui sonne pas pareil que d'autres musiques maliennes. En 1993, à l'âge de 19 ans, vous vous engagez comme rappeuse dans une formation de lycéens faisant du hip-hop, les Let's Flight. Est-ce que vous pensez que ce style musical, le rap, vous a influencé par la suite? Est-ce qu'il en reste des traces dans vos chansons? Qu'est-ce que ça vous a apporté en fait par la suite de faire du rap? Oh, c'était plus tôt encore. Le groupe de rap, j'avais 16 ans et c'était une occasion d'être en contact avec la musique. En plus, le rap faisait partie de ma vie à l'époque. J'en écoutais et j'en écoute encore beaucoup. Et puis tout a commencé là, et disons que ça fait partie de mes influences et de tout ce qui a fait ma formation finalement, en absence de formation académique en termes de musique. Et vous avez été de longues périodes en Europe et pourtant vous vous êtes entouré justement de musiciens traditionnels maliens. Et pourquoi vous avez voulu faire ce retour aux sources à ce moment-là? Au tout début, je l'ai fait, puis aujourd'hui j'ai plusieurs projets. Il y a un projet qui sonne plutôt blues rock où batteurs et bassistes sont européens, les techniciens sont européens et certains musiciens sont maliens. Et puis il y a ce projet La Roots où les instrumentistes sont maliens, parce que c'était un projet dans lequel je voulais des instruments acoustiques maliens, ou d'Afrique de l'Ouest d'ailleurs. Et donc voilà, c'est juste comme ça, c'est au gré des projets. Évidemment, quand je peux donner du travail à un bon musicien malien, je suis ravie, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de boulot là-bas. Mais après, pas au point de pénaliser un projet. Avant tout, j'ai un public et je travaille avec des gens. Je ne peux pas me permettre de choisir simplement des musiciens parce qu'ils sont maliens. Mais après, j'ai plusieurs projets et je peux aussi, à travers la fondation, offrir du travail à ces musiciens-là sans que ce ne soit une entrave à un projet dans lequel j'ai pas forcément besoin d'instruments maliens. Voilà, j'en fais beaucoup et avec différents instruments, différents styles. Et celui-là, oui, c'est avec des instrumentistes maliens parce que le projet, je l'ai imaginé comme ça. Vos textes sont plutôt poétiques, oniriques. Dans Château de sable, par exemple, vous parlez de la vie, du changement, du temps qui passe. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous posez beaucoup de questions existentielles? Ah ben, je ne me pose que ça. Je suis capable je sais pas, moi je suis capable de rester une journée à penser à des choses, imaginer des choses, réfléchir à des concepts. Quelqu'un peut me lancer quelque chose comme ça et ne même pas se rendre compte, et puis moi je réfléchis dessus pendant 2 semaines, quoi. Donc voilà, je suis pas par rapport à la personne, je suis pas parano, mais je peux passer beaucoup de temps, je dirais même pas que j'aime ça, c'est ma nature à réfléchir à des choses auxquelles les autres font pas forcément attention. Quel genre de questions? Qu'est-ce qui vous a travaillé pendant 2 semaines, par exemple? Tout bête, hein, un ami, quelqu'un que je crois être un ami, qui dit quelque chose d'un autre ami et qui sème le doute par rapport à la notion de l'amitié de la personne. Et puis je me mets à réfléchir à l'amitié, à réfléchir si c'est possible ou pas, une vraie amitié, et puis ça peut durer longtemps. Voilà, je dors et puis je me réveille et j'y repense. Sans trouver de réponse d'ailleurs, forcément. Vous avez été influencé par la chanteuse de jazz Billie Holiday. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans sa musique? Tout son blues, toute cette tristesse, et en même temps une source de sérénité quand on l'écoute. Et c'est une grande chanteuse connue pour ça, toute l'émotion qu'elle arrive à passer. Donc voilà, je suis pas originale, hein. Je pense que en aimant Billie Holiday, je pense que je fais partie de centaines de milliers de fans. Et vous n'êtes pas issu de la caste des griots, donc c'est les griots traditionnellement qui font de la musique en Afrique de l'Ouest. Ça ne vous a pas empêché de faire carrière dans la musique. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux musiciens qui sont dans ce cas-là, qui ne sont pas issus de la caste des griots?
On est dans les temps modernes là. Donc mes parents sont très modernes, hein. Ils sont très ouverts d'esprit. Ce n'est pas toujours le cas pour beaucoup de jeunes qui ont envie de faire de la musique en Afrique de l'Ouest. Et puis je dis, il faut s'accrocher quoi. Cette vie, elle vaut le coup quand on la vit pleinement, en essayant des choses qu'on a envie de faire. Et c'est tellement dommage de gaspiller une précieuse existence à hésiter. Quand on a envie, il faut essayer. Voilà. Pour vous, la simplicité et l'humilité sont des valeurs fondamentales. Et qu'est-ce que vous vous dites pour essayer de garder la tête froide, parce que vous êtes quand même une vedette internationale? Bon, justement, je pense que je suis pas une vedette. Ça n'a pas de sens pour moi. Parce que je pense très sincèrement que sans le public, on n'est rien du tout. Donc, c'est tout ce public qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, là, qui fait que j'ai la carrière que j'ai, qui m'épate. J'en reviens pas, quoi. Parce que pour moi, la musique, c'était un rêve et ça l'est encore. D'ailleurs, chaque fois que je suis sur scène, j'en reviens pas d'avoir une carrière professionnelle. Du coup, c'est juste génial. Ce public-là, voilà, je me dis, j'ai envie de leur faire plaisir, en même temps me faire plaisir aussi. Parce que finalement, quand on crée, entre guillemets, c'est bien prétentieux, mais bon, même s'il n'y a pas de nouvelle musique, ça sort toujours de quelque chose, on crée. Quand on compose et tout, on imagine quelque chose. Et quand je fais cela, je me fais plaisir à moi, tout d'abord. Et après vient toute l'inquiétude, si le public va aimer. Pas pour l'argent, je suis pas comme ça. C'est pas les paillettes et tout ça ne m'ont jamais intéressé. Ce qui m'intéresse dans la musique, c'est le fait de composer, faire de la scène et tout. Et d'avoir un public est merveilleux. Ça me permet tout cela et ça c'est un peu stressant quand on se dit qu'on pourrait les décevoir et que voilà, j'en serais triste. Et puis c'est pas ce qu'il y a de plus important pour moi d'être une vedette ou une star. C'est pour ça peut-être que ça ne m'impressionne pas. Voilà. Pendant le spectacle, vous avez interprété la chanson Ces gens-là de Jacques Brel. Parce que ça fait partie de mes racines. Aussi bizarre que cela puisse paraître, je suis arrivée en Belgique, j'avais 3 ans. J'ai appris le bambara quasiment en même temps que le français à travers le premier poste de mon père était en Belgique et puis après on est parti dans d'autres pays. Même quand c'était des pays anglophones ou arabophones ou arabes, on partait dans des écoles internationales où on parlait français. Donc finalement je suis autant sahélienne, bambaraphone que francophone. Et j'ai écouté Brel très tôt. Il fait partie de mes influences autant que Sory Kandia Kouyaté ou Fanta Damba numéro 2 que j'ai interprété ce soir. Donc Roots, quand je dis Roots, il s'agit de mes racines à moi qui ne sont pas forcément maliennes ou africaines et beaucoup de gens de ma génération qui sont comme ça finalement. Il n'y a pas que Brel d'ailleurs. Après, cela dit, c'est pas évident d'introduire les chansons de la chanson française comme c'est pas forcément la culture des musiciens avec moi sur scène, donc je les amène petit à petit, ça demande plus de travail et j'évite de les mettre en bloc pour éviter de fragiliser le spectacle, mais il y en a d'autres de ferrés aussi. Et enfin, dernière question, la question Africa Connection, commune à toutes les émissions. Si vous devez parler du Mali en 1 minute. Je dirais que pour moi, je veux imaginer le Mali au sein de l'Afrique. Je veux être malienne, mais africaine avant tout. Donc je pense qu'il serait temps que chacun de ces pays africains pense plus, et des ressortissants des pays, donc que les Africains pensent plus Afrique que chacun dans son pays. Et qu'à un moment donné, on ait conscience du fait que tous ensemble, ce sera beaucoup plus facile de faire cette Afrique. En plus, nos frontières n'ont même pas de sens. Elle n'était pas comme ça, l'Afrique, géographiquement. Il a fallu à un moment donné placer des frontières avant la décolonisation et puis ils l'ont fait, voilà. Donc qu'aujourd'hui on respecte ces frontières est une chose, mais qu'une collaboration et des convictions communes ne soient pas possibles, ça je ne le comprends pas. Donc oui, je suis malienne, mais je voudrais avant tout être africaine.